Mobilis in mobile. Une porte s'ouvrit et se referma immédiatement sur nous avec un retentissement sonore. Nous étions seuls. Où ? Je ne pouvais le dire, tout était noir. Cependant, Ned Land donnait libre cours à son indignation. « 1000 diables !» s'écriait-il. « Il ne leur manque plus que d'être anthropophages. Je déclare que l'on ne me mangera pas sans que je proteste. » « Ne vous irritez pas, Ned, » dis-je alors au harponneur, et ne nous compromettez point par d'inutiles violences. Qui sait si on ne nous écoute pas ? Une demi-heure s'était déjà écoulée quand notre prison s'éclaira soudain. Un bruit de verrou se fit entendre, la porte s'ouvrit, 2 hommes parurent. Le second inconnu mérite une description. Je reconnus en lui le calme, l'énergie, le courage. J'ajouterai que cet homme était fier et que de tout cet ensemble résultait une indiscutable franchise. Ce personnage avait-il 35 ou 50 ans, je n'aurais pu le préciser. Il était évidemment le chef du bord. Il nous examina avec une extrême attention. Puis se retournant vers son compagnon, il s'entretint avec lui dans une langue que je ne pus reconnaître. Du regard, il parut m'interroger directement. Je répondis en bon français que je n'entendais point son langage, mais il ne sembla pas me comprendre. « Que monsieur raconte toujours notre histoire, me dit Conseil. Ces messieurs en saisiront peut-être quelques mots. » L'homme m'écouta, avec une attention remarquable, mais rien dans sa physionomie n'indiqua qu'il eût compris mon histoire. Les 2 inconnus échangèrent quelques mots et se retirèrent. La porte se referma. « C'est une infamie !» s'écria Ned Land, qui éclata pour la 20e fois. « Calmez-vous, Ned, dis-je. Faites-moi donc le plaisir d'attendre pour vous former une opinion. »« Mon opinion est toute faite, » riposta Ned Land. « Ce sont des coquins !» Comme il disait ces mots, la porte s'ouvrit. Un steward entra, il nous apportait des vêtements, vestes et culottes de mer. Je me hâtais de les revêtir et mes compagnons m'imitèrent. Pendant ce temps, le steward, muet, sourd peut-être, avait disposé la table et placé 3 couverts. Chaque ustensile portait une lettre entourée d'une devise en exergue. Mobile dans l'élément mobile. La lettre N formait sans doute l'initiale du nom de l'énigmatique personnage qui commandait au fond des mers. Notre appétit satisfait, le besoin de sommeil se fit impérieusement sentir. Les colères de Ned Land. Je me réveillai le premier. Je fus rafraîchi par un courant d'air pur. Le bateau venait de remonter à la surface pour y respirer, à la façon des baleines. Ned et Conseil s'éveillèrent presque en même temps. « Monsieur a bien dormi ?» me demanda Conseil avec sa politesse quotidienne. « Fort bien, mon brave garçon, répondis-je. Et vous, maître Ned Land ?»« Profondément, monsieur le professeur. Croyez-vous qu'il nous tienne longtemps dans cette boîte de fer ?»« Je suppose que le hasard nous a rendus maîtres d'un secret important. Attendons, et ne faisons rien, puisqu'il n'y a rien à faire. »« Au contraire, répondit le harponneur, il faut faire quelque chose. » Mieux valait admettre la proposition de harponneur que de la discuter. Aussi me contentai-je de répondre « Laissons venir les circonstances, maître Land, et nous verrons. Mais jusque-là, je vous en prie, contenez votre impatience. » Pendant 2 heures encore, la colère de Ned Land s'exalta. Conseil restait calme. La porte s'ouvrit. Le steward parut, et avant que j'eusse fait un mouvement pour l'en empêcher, le Canadien s'était précipité sur le malheureux, l'avait renversé, il le tenait à la gorge. Conseil cherchait déjà à retirer des mains du harponneur sa victime à demi suffoquée, quand subitement je fus cloué à ma place par ces mots prononcés en français. « Calmez-vous, maître Land. Et vous, monsieur le professeur, veuillez m'écouter. » L'homme des eaux. C'était le commandant du bord qui parlait ainsi. À ces mots, Ned Land se releva subitement. Le steward, presque étranglé, sortit en chancelant sur un signe de son maître. Nous attendions en silence. Le commandant nous observait avec une profonde attention. « Messieurs, dit-il d'une voix calme et pénétrante, j'aurais pu vous répondre dès notre première entrevue, mais je voulais vous connaître d'abord et réfléchir ensuite. Votre identité reconnue, j'ai beaucoup hésité. Vous êtes venu troubler mon existence
Involontairement, dis-je. Involontairement, répondit l'inconnu en forçant un peu sa voix. Est-ce involontairement que l'Abraham Lincoln me chasse sur toutes les mers? Est-ce involontairement que vos boulets ont rebondi sur la coque de mon navire? Monsieur, dis-je, l'Abraham Lincoln croyait chasser quelque puissant monstre marin dont il fallait à tout prix délivrer l'océan. Un demi-sourire détendit les lèvres du commandant. Il s'était mis en dehors des lois humaines. Qui donc oserait le poursuivre au fond des mers? Nul entre les hommes ne pouvait lui demander compte de ses œuvres. Dieu, s'il y croyait. Sa conscience, s'il en avait une, étaient les seuls juges dont il pût dépendre. J'ai hésité, dit-il. Mais vous resterez à mon bord, puisque la fatalité vous y a jeté. Vous y serez libre, et en échange de cette liberté, je ne vous imposerai qu'une seule condition, et la voici. Il est possible que certains événements imprévus m'obligent à vous consigner dans vos cabines. J'attends de vous une obéissance passive. En agissant ainsi, je couvre votre responsabilité, je vous dégage entièrement, car c'est à moi de vous mettre dans l'impossibilité de voir ce qui ne doit pas être vu. Acceptez-vous cette condition? Il se passait donc à bord des choses tout au moins singulières. Nous acceptons, répondis-je. Vous avez dit que nous serions libres à votre bord? Entièrement. La liberté d'aller, de venir, de voir, d'observer même tout ce qui se passe ici, sauf en quelques circonstances rares, la liberté enfin dont nous jouissons nous-mêmes, mes compagnons et moi. Pardon, monsieur, repris-je, mais cette liberté, ce n'est que celle de tout prisonnier qu'il a de parcourir sa prison. C'est de la cruauté. Non, monsieur, c'est de la clémence. Vous êtes mes prisonniers après combat. Je vous garde quand je pourrai d'un mot vous replonger dans les abîmes de l'océan. En vous retenant, ce n'est pas vous que je garde, c'est moi-même. Ainsi, monsieur, repris-je, vous nous donnez tout simplement à choisir entre la vie ou la mort. Tout simplement. Mes amis, dis-je, il n'y a rien à répondre. Aucune parole ne nous lie au maître de ce bord. Aucune, monsieur, répondit l'inconnu. Puis d'une voix plus douce, il reprit. Je vous connais, monsieur Aronnax. Vous n'aurez peut-être pas tant à vous plaindre. Cet ouvrage que vous avez publié sur les grands fonds de la mer, je l'ai souvent lu. Vous avez poussé votre œuvre, mais vous ne savez pas tout, vous n'avez pas tout vu. Vous ne regretterez pas le temps passé à mon bord, vous allez voyager dans le pays des merveilles. L'étonnement, la stupéfaction seront probablement l'état habituel de votre esprit. Notre planète, grâce à moi, va vous livrer ses derniers secrets. Une dernière question, dis-je au moment où cet inexplicable être semblait vouloir se retirer. Parlez, monsieur le professeur. De quel nom dois-je vous appeler? Monsieur, répondit le commandant, je ne suis pour vous que le capitaine Nemo, et vos compagnons et vous n'êtes pour moi que les passagers du Nautilus. Le capitaine Nemo appela. Un steward parut. Le capitaine lui donna ses ordres dans cette langue étrangère que je ne pouvais reconnaître, puis se tournant vers le Canadien et Conseil. « Un repas vous attend dans votre cabine, leur dit-il. Veuillez suivre cet homme. » Monsieur Aronnax, notre déjeuner est prêt. Permettez-moi de vous précéder. À vos ordres, capitaine. Le déjeuner se composait d'un certain nombre de plats dont la mer seule avait fourni le contenu, et quelques mets dont j'ignorais la nature et la provenance. Je goûtais, plutôt en curieux qu'en gourmet, tandis que le capitaine Nemo m'enchantait par ses invraisemblables récits. « Mais cette mer, monsieur Aronnax, me dit-il, elle ne me nourrit pas seulement. Elle me vêtit encore. Votre lit est fait du plus doux austère de l'océan. Votre plume sera un fanon de baleine. Votre encre, la liqueur sécrétée par la seiche. Tout me vient maintenant de la mer, comme tout lui retournera un jour. » Vous aimez la mer, capitaine? Oui, je l'aime. La mer est tout. C'est l'infini vivant, comme l'a dit un de vos poètes. Là est la suprême tranquillité. La mer n'appartient pas aux despotes. Ah, monsieur, vivez, vivez au sein des mers. Là seulement est l'indépendance. Le capitaine Nemo se tut subitement au milieu de cet enthousiasme qui débordait de lui, puis ses nerfs se calmèrent, et se tournant vers moi. « Maintenant, monsieur le professeur, dit-il,
Si vous voulez visiter le Nautilus, je suis à vos ordres. Le Nautilus. Le capitaine Nemo se leva, je le suivis. Une double porte ménagée dans l'arrière de la salle s'ouvrit. C'était une bibliothèque. « Capitaine, dis-je à mon hôte qui venait de s'étendre sur un divan, voilà une bibliothèque qui ferait honneur à plus d'un palais des continents. » 12 000 volumes, monsieur Aronnax. Mais le monde a fini pour moi le jour où mon Nautilus s'est plongé pour la première fois sous les eaux. Ce jour-là, j'ai acheté mes derniers volumes, mes derniers journaux. Et depuis lors, je veux croire que l'humanité n'a plus ni pensé ni écrit. Ces livres, monsieur le professeur, sont d'ailleurs à votre disposition, et vous pourrez en user librement. Je remerciai le capitaine Nemo. Il ouvrit une porte et je passai dans un salon immense et splendidement éclairé. Un plafond lumineux décoré de légères arabesques distribuait un jour clair et doux sur toutes les merveilles entassées dans ce musée. Car c'était réellement un musée dans lequel une main intelligente avait réuni tous les trésors de la nature et de l'art. Une trentaine de tableaux de maîtres. Auprès des œuvres de l'art, les raretés naturelles. Elles consistaient principalement en plantes, en coquilles et autres productions de l'océan. On conçoit ma joie de professeur. Vous examinez mes coquilles, monsieur le professeur ? En effet, elles peuvent intéresser un naturaliste, mais pour moi, elles ont un charme de plus, car je les ai toutes recueillies de ma main. Il n'est pas une mer du globe qui n'ait échappé à mes recherches. Je comprends cette joie de se promener au milieu de telles richesses, mais si j'épuise mon admiration pour elles, que me restera-t-il pour le navire qui les porte ? J'avoue que ce Nautilus, la force motrice qu'il renferme en lui, les appareils qui permettent de le manœuvrer, l'agent si puissant qui l'anime, tout cela excite au plus haut point ma curiosité. Monsieur le professeur, auparavant, venez visiter la cabine qui vous est réservée. Je suivis le capitaine Nemo, il me conduisit vers l'avant, et là je trouvai non pas une cabine, mais une chambre élégante. Je ne pus que remercier mon hôte. « Votre chambre est contiguë à la mienne, me dit-il en ouvrant une porte, et j'entrai dans la chambre du capitaine. Elle avait un aspect sévère. Rien de confortable, le strict nécessaire seulement. Le capitaine Nemo me montra un siège. « Veuillez vous asseoir, me dit-il. » Je m'assis, et il prit la parole en ces termes. Tout par l'électricité. Il est un agent puissant, obéissant, rapide, facile, qui se plie à tous les usages et qui règne en maître à mon bord. Tout se fait par lui. Il m'éclaire, il m'échauffe, il est l'âme de mes appareils électriques. Cet agent, c'est l'électricité. L'électricité, m'écriai-je assez surpris. Cependant, capitaine, vous possédez une extrême rapidité de mouvement qui s'accorde mal avec le pouvoir connu de l'électricité. Monsieur le professeur, répondit le capitaine Nemo, mon électricité n'est pas celle de tout le monde. Et c'est là tout ce que vous me permettrez de vous en dire. Je dois tout à l'océan. Il produit l'électricité donne au Nautilus la chaleur, la lumière, le mouvement, la vie en un mot. Mais non pas l'air que vous respirez. Oh, c'est inutile, puisque je remonte à la surface de la mer quand il me plaît. Cependant, des pompes puissantes emmagasinent l'air dans des réservoirs spéciaux, ce qui me permet de prolonger au besoin, et aussi longtemps que je le veux, mon séjour dans les couches profondes. Il m'emmenait. Après avoir dépassé la cage d'escalier qui aboutissait à la plateforme, je vis une cabine longue dans laquelle Conseil et Ned, enchantés de leur repas, s'occupaient à le dévorer à belles dents. Puis une porte s'ouvrit sur la cuisine. Là, l'électricité, plus énergique et plus obéissante que le gaz lui-même, faisait tous les frais de la cuisson. Auprès de cette cuisine s'ouvrait une salle de bain. Au fond s'élevait une 4e cloison étanche qui séparait ce poste de la chambre des machines. « Capitaine Nemo, dis-je, comment atteignez-vous les grandes profondeurs où vous trouvez une résistance croissante qui s'évalue par des centaines d'atmosphères? Comment remontez-vous à la surface de l'océan? Suis-je indiscret en vous le demandant? » « Aucunement, monsieur le professeur, répondit le capitaine après une légère hésitation. Puisque vous ne devez jamais quitter ce bateau sous-marin. Venez dans le salon. C'est notre véritable cabinet de travail, et là, vous apprendrez tout ce que vous devez savoir sur le Nautilus. Quelques chiffres. Un instant après, nous étions assis sur un divan du salon, le cigare aux lèvres. Le capitaine mit sous mes yeux une épure qui donnait les plans
coupe et élévation du Nautilus. Il parlait avec une éloquence entraînante. Le feu de son regard, la passion de son geste le transfiguraient. Oui, il aimait son navire, comme un père aime son enfant. Mais une question, indiscrète peut-être, se posait naturellement et je ne pus me retenir de la lui faire. « Vous êtes donc ingénieur, capitaine Nemo ?»« Oui, monsieur le professeur, me répondit-il. J'ai étudié à Londres, à Paris, à New York, du temps que j'étais un habitant des continents de la Terre. » Mais comment avez-vous pu construire en secret cet admirable Nautilus? Chacun de ces morceaux, monsieur Aronnax, m'est arrivé d'un point différent du globe et sous une destination déguisée. Mais, repris-je, ces morceaux ainsi fabriqués, il a fallu les monter, les ajuster. Monsieur le professeur, j'avais établi mes ateliers sur un îlot désert en plein océan. Là, nous avons achevé notre Nautilus. Puis, l'opération terminée, le feu a détruit toute trace de notre passage sur cet îlot que j'aurais fait sauter si je l'avais pu. Alors il m'est permis de croire que le prix de revient de ce bâtiment est excessif. Monsieur Aronnax, 4 ou 5 millions, avec les œuvres d'art et les collections qu'il renferme. Une dernière question, capitaine Nemo. Vous êtes donc riche? Riche à l'infini, monsieur. Je regardais fixement le bizarre personnage. Abusait-il de ma crédulité? L'avenir devait me l'apprendre. Le fleuve noir. L'océan Pacifique est la plus tranquille des mers. Ses courants sont larges et lents, ses marées médiocres et ses pluies abondantes. Monsieur le professeur, me dit le capitaine Nemo, nous allons relever exactement notre position et fixer le point de départ de ce voyage. Je vais remonter à la surface des eaux. Le capitaine pressa 3 fois un timbre électrique, les pompes commencèrent à chasser l'eau des réservoirs, l'aiguille du manomètre marqua par les différentes pressions le mouvement ascensionnel du Nautilus, puis elle s'arrêta. « Nous sommes arrivés, » dit le capitaine. Je me rendis à l'escalier central qui aboutissait à la plateforme, gravis les marches de métal par les panneaux ouverts. J'arrivais sur la partie supérieure du Nautilus. La plateforme émergeait de 80 cm seulement. Ses plaques de tôle, imbriquées légèrement, ressemblaient aux écailles que revêtent le corps des grands reptiles terrestres. Je m'expliquais donc très naturellement que ce bateau eût toujours été pris pour un animal marin. En avant et en arrière s'élevaient 2 cages, fermées par d'épais verres lenticulaires, l'une destinée au timonier qui dirigeait le Nautilus, l'autre où brillait le puissant fanal électrique qui éclairait sa route. La mer était magnifique, le ciel pur. Nous n'avions rien en vue, pas un écueil, pas un îlot, plus d'Abraham Lincoln. L'immensité déserte. Le capitaine Nemo, muni de son sextant, prit la hauteur du soleil. Tandis qu'il observait, pas un de ses muscles ne tressaillait et l'instrument n'eût pas été plus immobile dans une main de marbre. « Midi, dit-il, monsieur le professeur, quand vous voudrez. » Je jetai un dernier regard sur cette mer et je redescendis au grand salon. Là, le capitaine calcula chronométriquement sa longitude, puis il me dit: « Monsieur Aronnax, nous sommes par 137 degrés et 15 minutes de longitude à l'ouest. »« De quel méridien ?» demandai-je vivement, espérant que la réponse du capitaine m'indiquerait peut-être sa nationalité. « Monsieur, me répondit-il, j'ai divers chronomètres réglés sur les méridiens de Paris, de Greenwich, de Washington. Mais, en votre honneur, je me servirai de celui de Paris. » Cette réponse ne m'apprenait rien. Le commandant reprit: « C'est-à-dire 300 000 environ des côtes du Japon. C'est aujourd'hui le 8 novembre à midi que commence notre voyage d'exploration sous les eaux. »« Dieu nous garde, » répondis-je. « Et maintenant, monsieur le professeur, ajouta le capitaine, je vous laisse à vos études. Le salon est à votre disposition et je vous demande la permission de me retirer. » Le capitaine Nemo me salua. Je restai seul, absorbé dans mes pensées. Toutes se portaient sur le commandant du Nautilus. Saurais-je jamais à quelle nation appartenait cet homme? Cette haine qu'il avait vouée à l'humanité, qui l'avait provoquée? Était-il un de ces savants méconnus, un de ces génies auxquels on a fait du chagrin? Je ne pouvais encore le dire. 1 heure entière, je demeurais plongé dans ces réflexions quand Ned Land et Conseil apparurent à la porte du salon. «
Mes 2 braves compagnons restèrent pétrifiés à la vue des merveilles entassées devant leurs yeux. « Où sommes-nous? Où sommes-nous » s'écria le Canadien. « Au Muséum de Québec ?»« S'il plaît à monsieur, répliqua Conseil, ce serait plutôt à l'hôtel du Sommerard. »« Mes amis, répondis-je en leur faisant signe d'entrée, vous n'êtes ni au Canada ni en France, mais bien à bord du Nautilus, et à 150 mètres au-dessous du niveau de la mer. » Je n'avais pas besoin d'encourager Conseil. Le brave garçon, penché sur les vitrines, murmurait déjà des mots de la langue des naturalistes. Pendant ce temps, Ned Land, assez peu conchyliologue, m'interrogeait sur mon entrevue avec le capitaine Nemo. Je lui appris tout ce que je savais, ou plutôt tout ce que je ne savais pas, et je lui demandai ce qu'il avait entendu ou vu de son côté. « Rien vu, rien entendu, » répondit le Canadien. « Mais vous, monsieur Aronnax, demanda Ned Land, qui avait toujours son idée. Vous ne pouvez pas me dire combien d'hommes il y a à bord? 10, 20, 50, 100 ? Je ne saurais vous répondre, maître Land. D'ailleurs, croyez-moi, abandonnez pour le moment cette idée de vous emparer du Nautilus ou de le fuir. Ce bateau est un chef-d'œuvre de l'industrie moderne. Bien des gens accepteraient la situation qui nous est faite, ne fût-ce que pour se promener à travers ces merveilles. Ainsi, tenez-vous tranquille et tâchons de voir ce qui se passe autour de nous. « Voir » s'écria le harponneur. « Mais on ne voit rien, on ne verra rien de cette prison de tôle. Nous marchons, nous naviguons en aveugle. » Ned prononçait ces derniers mots quand l'obscurité se fit subitement, mais une obscurité absolue. Nous étions restés muets. Un glissement se fit entendre. On eût dit que des panneaux se manœuvraient sur les flancs du Nautilus. Soudain, le jour se fit de chaque côté du salon. À travers 2 ouvertures oblongues, les masses liquides apparurent, vivement éclairées par les effluves électriques. 2 plaques de cristal nous séparaient de la mer. Quel spectacle! Quelle plume pourrait décrire? Qui saurait peindre les effets de la lumière à travers ces nappes transparentes? Ce n'était plus de l'eau lumineuse, mais de la lumière liquide. Nous regardions comme si ce pur cristal eût été la vitre d'un immense aquarium. Nul de nous n'avait encore rompu le silence de stupéfaction quand Conseil dit « Vous vouliez voir, ami Ned? Eh bien, vous voyez. » Curieux, curieux, faisait le Canadien, oubliant ses colères et ses projets d'évasion. Mais les poissons, je ne vois pas de poissons. Que vous importe, ami Ned, répondit Conseil, puisque vous ne les connaissez pas, je gagerais que vous ne savez pas comment on les classe. Si, répondit sérieusement le harponneur, on les classe en poissons qui se mangent et en poissons qui ne se mangent pas. En voici qui passent. Eh bien, ami Conseil, nommez-les donc, nommez-les donc. Moi, répondit Conseil, mais j'en suis incapable. En effet, le digne garçon, classificateur enragé, n'était point naturaliste, et je ne sais pas s'il aurait distingué un ton d'une bonite. En un mot, le contraire du Canadien, qui nommait tous ses poissons sans hésiter. Un baliste, avais-je dit. Et un baliste chinois, répondait Ned Land. Genre des balistes, famille des sclérodermes, ordre des plectoniates, murmurait Conseil. Décidément, à eux deux, Ned et Conseil auraient fait un naturaliste distingué. Le Canadien ne s'était pas trompé. Une troupe de balistes se jouait autour du Nautilus. Entre eux ondulaient des raies, comme des nappes abandonnées au vent. Pendant 2 heures, toute une armée aquatique fit escorte au Nautilus. Ils rivalisaient de beauté, d'éclat, de vitesse. Notre admiration se maintenait toujours au plus haut point. Ned nommait les poissons, Conseil les classait. Jamais il ne m'avait été donné de surprendre ces animaux vivants et libres dans leur élément naturel. Je ne citerai pas toutes les variétés qui passèrent ainsi devant nos yeux éblouis, toute cette collection des mers du Japon et de la Chine. Ces poissons accouraient, plus nombreux que les oiseaux dans l'air, attirés sans doute par l'éclatant foyer de lumière électrique. Subitement, le jour se fit dans le salon. Les panneaux de tôle se refermèrent, l'enchanteresse vision disparut. Mais longtemps, je rêvais encore. J'attendais le capitaine Nemo, mais il ne parut pas. L'horloge marquait 5 heures. Ned Land et Conseil retournèrent à leur cabine. Moi, je regagnai ma chambre. Mon dîner s'y trouvait tout préparé. Je passai la soirée à lire, à écrire, à penser, puis le sommeil me gagnant, je m'étendis sur ma couche de zostère et m'endormis profondément pendant que le Nautilus se glissait à travers le rapide courant du fleuve noir.
une invitation par lettre. Le lendemain, 9 novembre, je ne me réveillai qu'après un long sommeil de 12 heures. J'étais préoccupée de l'absence du capitaine Nemo pendant notre séance de la veille et j'espérais le revoir aujourd'hui. Je me rendis au salon. Il était désert. Je me plongeai dans l'étude de ces trésors de conchiliologie entassés sous les vitrines. Je fouillai aussi de vastes herbiers emplis de plantes marines les plus rares. La journée entière se passa sans que je fusse honorée de la visite du capitaine Nemo. La direction du Nautilus se maintint à l'est-nord-est, sa vitesse à 12 miles, sa profondeur entre 50 et 60 mètres. Le lendemain, 10 novembre, même abandon, même solitude. Je ne vis personne de l'équipage. Ned et Conseil passèrent la plus grande partie de la journée avec moi. Ils s'étonnèrent de l'inexplicable absence du capitaine. Après tout, suivant la remarque de Conseil, nous jouissions d'une entière liberté. Nous étions délicatement et abondamment nourris. Notre hôte se tenait dans les termes de son traité, nous ne pouvions nous plaindre. Ce jour-là, je commençai le journal de ses aventures. Le 11 novembre, de grand matin, l'air frais répandu à l'intérieur du Nautilus m'apprit que nous étions revenus à la surface de l'océan, afin de renouveler les provisions d'oxygène. Je me dirigeai vers l'escalier central et je montai sur la plateforme. Il était 6 heures. Le capitaine Nemo, que j'espérais rencontrer là, viendrait-il ? Je n'aperçus que le timonier, emprisonné dans sa cage de verre. J'admirais donc ce joyeux lever de soleil, si gai, si vivifiant, lorsque j'entendis quelqu'un monter vers la plateforme. Je me préparais à saluer le capitaine, mais ce fut son second, que j'avais déjà vu pendant la première visite du capitaine, qui apparut. Il ne sembla pas s'apercevoir de ma présence. Sa puissante lunette aux yeux, il scruta tous les points de l'horizon, puis il s'approcha du panneau et prononça une phrase dont voici exactement les termes. Chaque matin, elle se reproduisit dans des conditions identiques. Notron, respoc, lornivirch. Ce qu'elle signifiait, je ne saurais le dire. Ces mots prononcés, le second redescendit, je regagnai ma chambre. 5 jours s'écoulèrent ainsi, sans que la situation ne se modifiât. Chaque matin, je remontais sur la plateforme, la même phrase était prononcée par le même individu, le capitaine Nemo ne paraissait pas. J'avais pris mon parti de ne plus le voir, quand, le 16 novembre, rentré dans ma chambre avec Ned et Conseil, je trouvai sur la table un billet à mon adresse. Je l'ouvris d'une main impatiente, il était écrit d'une écriture franche et nette. Monsieur le professeur, Aronnax, à bord du Nautilus. 16 novembre 1867. Le capitaine Nemo invite monsieur le professeur Aronnax à une partie de chasse qui aura lieu demain matin dans les forêts de l'île Crespo. Il espère que rien n'empêchera monsieur le professeur d'y assister, et il verra avec plaisir que ses compagnons se joignent à lui. Le commandant du Nautilus, capitaine Nemo. « Une chasse » s'écria Ned. « Mais il va donc à terre !»« Eh bien, il faut accepter. Une fois sur la terre ferme, nous aviserons de prendre un parti. D'ailleurs, je ne serais pas fâché de manger quelques morceaux de venaison fraîche. » Je me contentai de répondre « Voyons d'abord ce que c'est que l'île Crespo. » Je montrai à mes compagnons ce petit roc perdu au milieu du Pacifique Nord. Si le capitaine Nemo va quelquefois à terre, leur dis-je, il choisit du moins des îles absolument désertes. Ned Land hocha la tête sans répondre, puis Conseil et lui me quittèrent. Le lendemain 17 novembre, à mon réveil, je sentis que le Nautilus était absolument immobile. Je m'habillai lestement et j'entrai dans le grand salon. Le capitaine Nemo était là. Il m'attendait, il se leva, salua et me demanda s'il me convenait de l'accompagner. Comme il ne fit aucune allusion à son absence pendant ces 8 jours, je m'abstins de lui en parler, et je répondis simplement que mes compagnons et moi nous étions prêts à le suivre. « Seulement, monsieur, ajoutai-je, je peux me permettre de vous adresser une question. Capitaine, comment se fait-il que vous possédiez des forêts dans l'île Crespo ?»« Monsieur le professeur, me répondit le capitaine, les forêts que je possède ne sont connues que de moi seul, elles ne poussent que pour moi seul. Ce ne sont point des forêts terrestres, mais bien des forêts sous-marines. »« Des forêts sous-marines » m'écriai-je. « Oui, monsieur le professeur. Et vous offrez de m'y conduire, à pied ? Et même à pied sec. En chassant, le fusil à la main. » Le fusil à la main.
Je regardais le commandant du Nautilus d'un air qui n'avait rien de flatteur pour sa personne. Décidément, il a le cerveau malade, pensai-je. Il a eu un accès qui a duré 8 jours, et même qui dure encore, quel dommage. Je l'aimais mieux étrange que fou. Cette pensée se lisait clairement sur mon visage, mais le capitaine Nemo se contenta de m'inviter à le suivre, et je le suivis, en homme résigné à tout. Nous arrivâmes dans la salle à manger où le déjeuner se trouvait servi. « Monsieur Aronnax, me dit le capitaine, nous causerons en mangeant, mais si je vous ai promis une promenade en forêt, je ne suis point engagé à vous y faire rencontrer un restaurant. Déjeunez donc en homme qui ne dînera probablement que fort tard. » Je fis honneur au repas. Le capitaine Nemo mangea d'abord sans prononcer une seule parole, puis il me dit « Monsieur le professeur, quand je vous ai proposé de venir chasser dans mes forêts de Crespo, vous m'avez cru en contradiction avec moi-même. Quand je vous ai appris qu'il s'agissait de forêts sous-marines, vous m'avez cru fou. Monsieur le professeur, il ne faut jamais juger les hommes à la légère. » Mais, capitaine, croyez que... Veuillez m'écouter, et vous verrez si vous devez m'accuser de folie ou de contradiction. Vous le savez aussi bien que moi, l'homme peut vivre sous l'eau à la condition d'emporter avec lui sa provision d'air respirable. Dans les travaux sous-marins, l'ouvrier, revêtu d'un vêtement imperméable et la tête emprisonnée dans une capsule de métal, reçoit l'air de l'extérieur. Oui, c'est l'appareil des scaphandres, dis-je. En effet. Mais dans ces conditions, l'homme n'est pas libre. Il est rattaché à la pompe qui lui envoie l'air par un tuyau de caoutchouc, une véritable chaîne. « Et le moyen d'être libre ?» demandai-je. « C'est d'employer l'appareil imaginé par 2 de vos compatriotes. Il se compose d'un réservoir en tôle épaisse dans lequel j'emmagasine l'air sous une pression de 50 atmosphères. Ce réservoir se fixe sur le dos au moyen des bretelles comme un sac de soldat. Mais, moi qui affronte des pressions considérables au fond des mers, j'ai dû enfermer ma tête, comme celle des scaphandres, dans une sphère de cuivre. C'est à cette sphère qu'aboutissent les 2 tuyaux, inspirateur et expirateur. » « Parfaitement, capitaine Nemo, mais l'air que vous emportez doit s'user vite, il devient irrespirable. » « Les pompes du Nautilus me permettent de l'emmagasiner sous une pression considérable, et dans ces conditions, le réservoir de l'appareil peut fournir de l'air respirable pendant 9 ou 10 heures. » « Je n'ai plus d'objection à faire, répondis-je. Je vous demanderai seulement, capitaine, comment vous pouvez éclairer votre route au fond de l'océan ? » « Avec l'appareil Ruhmkorff, monsieur Aronnax. Il se compose d'une pile de benzène que je mets en activité, mais avec du sodium. Dans cette lente se trouve un serpentin de verre qui contient seulement un résidu de gaz carbonique. Quand l'appareil fonctionne, le gaz devient lumineux, donnant une lumière blanchâtre et continue. Ainsi, pourvu que je respire, je vois. » Capitaine Nemo, à toutes mes objections que vous faites de si écrasantes réponses que je n'ose plus douter. Cependant, si je suis bien forcé d'admettre que les appareils Rouquayrol et Ruhmkorff, je me demande de faire des réserves pour le fusil dont vous voulez m'armer. « Ah, mais ce ne sera point un fusil à poudre, répondit le capitaine. C'est donc un fusil à vent ? Sans doute. N'ayant pas de poudre, je l'ai remplacé par de l'air à haute pression que les pompes du Nautilus me fournissent abondamment. Cependant, il me semble que sans cette demi-obscurité et au milieu de ce liquide très dense, les coups ne peuvent pas porter loin et sont difficilement mortels. » « Monsieur, avec ce fusil, tous les coups sont mortels. Au contraire, dès qu'un animal est touché, si légèrement que ce soit, il tombe foudroyé. » »« Pourquoi ? » ?»« Parce que ce ne sont pas des balles ordinaires que ce fusil lance, mais de petites capsules de verre. Ces capsules de verre recouvertes d'une armature d'acier et alourdies par un culot de plomb sont de véritables petites bouteilles de Leyde dans lesquelles l'électricité est forcée à une très haute pression. Tension. Au plus léger choc, elle se décharge et l'animal, si puissant qu'il soit, tombe mort. J'ajouterai que ces capsules ne sont pas plus grosses que du numéro 4 et que la charge d'un fusil ordinaire pourrait en contenir 10. « Je ne discute pas plus, répondis-je en me levant de table. Je n'ai plus qu'à prendre mon fusil. D'ailleurs, où vous irez, j'irai. » Le capitaine Nemo me conduisit vers l'arrière du Nautilus et, en passant devant la cabine de Ned et Conseil, j'appelai mes 2 compagnons qui nous suivirent aussitôt. Puis nous arrivâmes à une cellule, située en abord, près de la chambre des machines, et dans laquelle nous devions revêtir nos vêtements de promenade.